Ravi de vous retrouver tous. Que de changements, hein, que de bouleversements dans le monde de la radio ces dernières années, comme dans le monde des médias en général et dans le monde tout court. La révolution digitale bat tout sur son passage. La technologie qui a beaucoup évolué, surtout, mais surtout la manière et les usages, la manière d'écouter, les usages des auditeurs peut-être d'abord, leurs supports d'écoute qui sont en train de changer, la manière d'écouter, la manière de nous découvrir, les usages des auditeurs qui changent, le métier qui change aussi, les métiers qui changent, métier de journaliste, métier d'animateur, métier de technicien, tous les métiers de la radio. Des bouleversements à la fois enthousiasmants, car le champ des possibles est presque infini, mais des bouleversements aussi parfois angoissants, car on ne sait pas forcément par quel bout prendre la chose, car il faut trouver des moyens nouveaux, financiers et humains, pour le faire, et parce que aussi il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans notre écosystème radio, des nouveaux concurrents, voilà, peut-être mot qu'on peut utiliser, mais c'est vrai, qui viennent nous chatouiller, qui viennent nous bousculer, nous, acteurs de la radio, et en particulier des radios associatives et des radios associatives chrétiennes rassemblées aujourd'hui. Podcast, stream, replay, référencement, bref, révolution digitale. Quels enjeux pour nos radios? C'est la question qu'on va creuser aujourd'hui avec 3 observateurs experts avisés de la question. Avec nous, et je le remercie, on a d'abord Jean-Marc Courrèges, qui est président d'Atomic Radio et coprésident de la CNRA, que vous pouvez applaudir. Merci Jean-Marc, qui vient du Sud-Ouest, vous allez le remarquer très vite. Il vient de Tarbes et je viens de découvrir à l'instant que sa grande-tante travaillait chez mon arrière-grand-père. Donc, vous voyez, ça crée des liens. Qui était chapelier, qui faisait des bérets dans avenue Foch à Tarbes. À nos côtés, et je te remercie Pierre d'être avec nous, Pierre Orlac, qui est fondateur et directeur de Bababam, qui est un studio de podcast, mais bien plus que ça, tu nous l'expliqueras. Merci Pierre. Merci. Donc un de nos amis concurrents, un nouvel acteur qui arrive et qui vient nous partager aussi tout ce qui se passe. Et puis, avec nous, et je l'en remercie encore vivement, depuis le Sud-Ouest, lui aussi, depuis Brive, hein, si je ne dis pas de bêtises, Brive-la-Gaillarde, Philippe Chapeau, directeur de la Lettre Pro, qu'on connaît bien dans notre métier, désormais aussi de Podcast Magazine, du Podcast Magazine aussi, et puis du Paris Radio Show, pardon Philippe, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, le Paris Radio Show, ex-salon de la radio et de l'audio digital. Bref, Philippe qui est un observateur avisé de la vie de la radio, de l'audio en général, depuis plus de 20 ans avec toute son équipe. Merci beaucoup Philippe d'être avec nous en visio, en direct. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci pour la Alors, premier point pour introduire nos échanges, nos débats. Révolution digitale, transformation digitale, on ne va pas tourner autour du pot, est-ce un enjeu de survie pour nous les radios, Jean-Marc? Alors, j'aime bien être cueilli comme ça. Oui ou non? Un enjeu de survie, oui, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et tu l'as très bien expliqué juste avant, il y a une évolution des usages, des habitudes d'écoute de la part de l'auditeur. Est-ce que notre métier premier, qui est celui de faire de la radio broadcast, de la radio linéaire, est menacé? Non, pas directement. Moi, je crois encore à la magie de la radio. Je crois encore que les auditeurs peuvent être étonnés et qu'on peut encore surprendre l'auditeur lorsqu'ils écoutent en linéaire notre radio. Mais vu que ces usages, eh bien, ils évoluent, il faut être présent aussi sur les autres modalités d'écoute. Le DAB+, l'écoute en stream également. Ça, c'est pour l'écoute linéaire de la radio. Également délinéarisé avec des podcasts qui sont issus d'émissions qui ont déjà été diffusées à la radio, et également sur des podcasts bien spécifiques, mais avec, je dirais, une sorte de complémentarité dans la ligne éditoriale première de la radio. On va en parler. Pierre Orlac, vous êtes un nouvel entrant dans le monde de l'audio digital, puis ça marche plutôt bien pour vous. Vous nous regardez, là, peut-être les vieux dinosaures des radios associatives. Qu'est-ce que vous avez à nous dire
Attention, vous allez mourir. Non, déjà, je vous trouve tous très beaux. Et puis ensuite, non, alors, pour revenir sur la question, est-ce que c'est un enjeu de survie ? La radio a cru disparaître au moment où la télévision est apparue, elle n'a pas disparu. Et je pense qu'aucun média ne disparaîtra. Par contre, les usages évoluent. Le nombre d'auditeurs va se tarir. En tout cas, sur ce qu'on appelle le flux. C'est-à-dire, voilà. Ça, c'est sûr que ça va se tarir. Comme aujourd'hui, il y a moins de gens qui achètent la presse papier. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes rédactions, avec Bababam, on travaille avec beaucoup d'éditeurs, on travaille avec Le Figaro notamment. Aujourd'hui, ils voient bien que le contenu de qualité qu'ils faisaient pour leur journal écrit, ils continuent de le faire. Et aujourd'hui, ça leur génère des abonnements numériques. Et c'est aussi... Donc, et le journal papier continuera d'exister, mais il sera moins distribué, il sera distribué différemment. Mais ce que vous faites, ce que vous produisez, notre goût pour l'audio, il faut qu'on le cultive parce que ça ne disparaîtra pas et on continuera d'écouter la radio. Ce qui est sûr, c'est que l'objet radio en tant que tel, il risque de disparaître. Comme les kiosques à journaux sont en train de disparaître, comme l'objet radio en tant que tel, oui, ça c'est une probabilité. Et aujourd'hui, nous, on vise plutôt des cibles jeunes. Et dans les échanges et les études qu'on fait avec nos auditeurs, il y en a très peu qui, dans leur chambre, ont un objet radio. Ils ont un smartphone, ils ont des abonnements Spotify, mais ils n'ont plus forcément... L'objet a déjà même disparu. Chez les jeunes générations, oui. Et dans les voitures, l'objet radio est en train de bouger. On va sûrement en parler avec les plateformes, mais aujourd'hui, on allume sa voiture et on a Apple CarPlay et on a des applications et plus forcément par défaut un flux radio. Mais je pense que la radio, dans le côté flux, continuera à exister parce qu'on aime être surpris, on aime aussi potentiellement avoir une découverte, et puis on aime avoir des repères, et la radio, ce sont des repères, c'est des routines. Donc voilà, ça va se tarir, mais ça disparaîtra pas. Philippe Chapeau, en préparant cet échange, vous me disiez que beaucoup de radios ne regardent pas suffisamment ce qui est en train de se passer en ce moment. Ouais, je pense que Pierre a raison dans le fait que la radio est faite pour être surpris et elle devrait utiliser ça un peu plus à bon escient, parce qu'on a tendance de plus en plus, quand on fait la radio, à parler à tout le monde, et quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc je dirais aujourd'hui que le média radio est un média qui doit se renouveler. On en parle déjà depuis très longtemps, hein. À tous nos salons, on essaye de faire bouger le schmilblick avec nos événements qu'on organise. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de radios en fait qui ne font pas attention à ce qui se passe du côté du podcast natif, qui ne se rendent pas compte que maintenant, eh bien, le temps d'oreille disponible, il va vers des objets qui sont plus faciles et plus accessibles à n'importe quel moment de la journée. Et la manière de s'adresser à l'auditeur, aujourd'hui, c'est les podcasteurs natifs qui arrivent à concerner, et parce que les podcasteurs natifs arrivent à incarner beaucoup plus que peut incarner aujourd'hui un animateur de radio. Donc, je pense que la radio ne mourra pas, bien entendu. Elle est là pour surprendre. Et comme je disais quand on préparait cet entretien, c'est que il y a des gens, des vieux routards de la radio qui m'ont dit, et je trouvais ça assez judicieux, la radio, au final, elle n'est pas faite pour être enregistrée. Elle est faite pour être écoutée, mais elle n'est pas faite pour être réécoutée. Et c'est là où il y a toute une synergie maintenant avec le podcast natif, cette liberté qu'on a vu aussi dans les années 80 avec les radios libres, qu'on a un peu moins aujourd'hui et qu'on a retrouvé un peu pendant le confinement, étrangement. Enfin non, pas étrangement, peut-être ça a fait du bien à certaines radios. Je pense que les radios devraient passer plus de temps à écouter les podcasts natifs et notamment ceux de Bababa. Alors, ok, survie, il faut s'y mettre. Il faut changer, il faut inventer, il faut de la créativité. Je pense que tout le monde ici en est convaincu. Et vous achevez de nous convaincre avec ce qu'on vient de se dire. La question, c'est comment on fait ? Parce que c'est sympa, hein, mais ouais, comment on fait ? Alors, premièrement, comment on fait ? Peut-être parlons d'un canal qui explose,
qui là aussi nous bouscule, c'est les plateformes. Il y a les plateformes de stream, il y a les plateformes de podcast. Peut-être Jean-Marc, les plateformes avec la CNRA, d'ailleurs c'est un sujet que vous regardez de près. Oui, exactement, puisque la radio est de plus en plus écoutée en IP par rapport à la FM et au DAB+. Donc c'est vrai qu'il faut être présent partout pour que nos radios ne soient pas invisibles sur l'immense choix qui est proposé sur la toile de radio. Donc c'est ce problème de visibilité de nos radios sur les différentes plateformes qui est à chaque fois posé. Nous avons, avec la CNRA, travaillé directement avec Radioline pour qu'un onglet, les locales, existe sur cette plateforme et que l'on puisse retrouver facilement les radios de communication sociale de proximité sur cette plateforme. Alors il y a bien évidemment les flux en écoute directe qui peuvent être disponibles sur cette plateforme, mais également les podcasts des différentes radios avec une interface qui peut être gérée directement par chaque radio, et justement lors des prochains états généraux de la CNRA qui se dérouleront donc fin du mois d'octobre à Nancy, il y aura un atelier spécifique sur justement cette interface proposée avec Radioline. Donc une visibilité qui a été négociée sur Radioline pour les locales. Tout à fait, exactement, pour les radios associatives. Il y a une plateforme aussi qui a été créée. Qui a été créée par la CNRA elle-même, qui s'appelle Les Radios Associatives, disponible et sur Android et également sur iOS. Ça permet, à moindre coût, une visibilité de toutes les radios associatives, adhérentes CNRA ou pas, de proposer les flux en stream de chaque radio sur cette plateforme, sur cette application, qui est donc disponible dans n'importe quel store, gratuitement. Pour les radios, il faut savoir que pour une radio adhérente à la CNRA, le coût n'est que de 50 € en one shot. Donc c'est rien du tout. Ça permet de développer l'application au fur et à mesure. Alors c'est vrai, j'anticipe la question, pourquoi avoir inventé une application Alors qu'il y en a d'autres. alors qu'il y en a plein d'autres? Parce qu'on est toujours en négociation avec une autre plateforme. Vous avez certainement dû entendre parler de Radio Player. Et les discussions, elles ne sont pas du tout fermées avec cette application. Alors justement, un mot sur Radio Player, qui est cette plateforme clé qui s'est montée sur vis-à-vis du DAB+, enfin, sur les voitures, voilà, avec toute cette association. Vous en êtes où de la négo avec Radio Player? Alors, ça dépend des voitures, parce qu'il y a certains autoradios, ils choisissent TuneIn, d'autres Radioline, d'autres Radio Player. Donc les discussions, eh bien, elles sont entamées. Yann Le Garçon doit venir visiter plusieurs de nos radios associatives pour connaître le fonctionnement de nos radios. Il y a toujours, lorsqu'un projet est porté par plusieurs radios, notamment des radios commerciales, il peut toujours exister une méfiance. Et cette méfiance ne doit pas se transformer en défiance. Donc il y a toujours une méfiance, de savoir comment on va être croqué, quelle va être notre visibilité sur cette application. Donc les discussions, elles sont toujours en cours et on espère aboutir assez promptement. L'idée, c'est de négocier des tarifs préférentiels pour les associatifs sur Radio Player, parce qu'il y a un enjeu financier quand même. Il y a bien évidemment un enjeu financier pour des structures qui n'ont pas quand même les mêmes moyens que peuvent avoir les radios commerciales, les structures commerciales. Et il y a aussi l'enjeu de la visibilité. Si on paye, est-ce que l'on aura la même visibilité que le groupe Énergie, que Radio France, que les radios du CIRTI? Donc la question de la visibilité est bien évidemment primordiale sur chacune de ces applications. Et pas que sur des applications, c'est aussi sur les enceintes connectées. Philippe Chapeau, la question des flux sur ces plateformes, il y a quelque chose aussi qui est quand même assez troublant, c'est qu'on sait qu'il y a des agrégateurs ou des plateformes qui viennent piquer les flux, qui viennent agréger de la pub d'abord sur des contenus qu'on produit nous. C'est quand même assez troublant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger un peu de plateformes peu scrupuleuses qui viennent nous piquer les flux et qui effectivement vendent de la publicité autour de ça? La grande question, et puis il y a de plus en plus maintenant de radios et même de podcasts, hein, on est dans la même bataille qui sont en train de véritablement réfléchir à comment enlever les intermédiaires, parce que quand vous allez sur un radio.fr
qui est d'ailleurs une plateforme allemande qui rassemble tous les flux qui sont ouverts, hein. C'est des flux et pour la découvrabilité, je comprends qu'une station de radio ait envie d'être découverte par TuneIn, radio.fr, Radio Line et être présent partout. Sauf qu'au final, le souci qui arrive sur ces plateformes comme radio.fr ou sur TuneIn, c'est qu'ils vous rajoutent de la publicité en amont de la lecture du stream. Donc ça veut dire qu'ils vendent votre contenu comme font d'autres plateformes, genre Google et autres. Hein. C'est pas nouveau, hein, la bataille. Mais ça pose quand même une question, cette question de désintermédiation dont on parle déjà. On en a parlé pendant la fête de la radio au Paris Radio Show, et puis on va continuer à en parler beaucoup parce que la grande question se pose, c'est est-ce qu'on doit être présent partout et est-ce qu'on doit être vraiment découvrable et est-ce que ça sert à une radio associative? Et ici, à Brive, on se pose la question pour une radio associative qui est ici et qui se dit est-ce que je veux que mon flux soit écouté par tout le monde ou est-ce que je veux savoir qui écoute mon flux? Et la grande question, elle est là, elle est est-ce que je veux savoir qui écoute mon flux? On sait pertinemment que quand on sait qui nous écoute, eh ben, on a une valeur ajoutée en tant que média, en tant que marque. C'est pareil pour les podcasts. C'est très compliqué de savoir qui écoute un podcast aujourd'hui. Et donc, il crée des communautés autour et des événements autour pour savoir qui est l'auditeur de tel ou tel podcast. Mais la question de l'intermédiation, c'est où est-ce que je vais distribuer mon podcast se pose. Et aujourd'hui, j'étais à l'IBC à Amsterdam qui a eu lieu ce week-end. Je discutais avec la RTBF et la RTBF me disait aujourd'hui, on héberge nos podcasts natifs sur nos serveurs, on envoie chez AudioMeans, qui est normalement un hébergeur. Là, il n'est même pas hébergeur, il est simplement redistributeur de flux RSS. C'est-à-dire que RTBF envoie un flux RSS privé à AudioMeans et AudioMeans envoie des flux différents à Apple Podcasts, Spotify, Deezer, TuneIn, tous ces gens-là. Et le jour où ils veulent arrêter une intermédiation, c'est-à-dire ils veulent plus être sur Spotify, ils appuient sur un bouton, ils sont plus sur Spotify et ils coupent les flux RSS qui sont dédiés à chacune des plateformes. Donc en fait, il y a aujourd'hui des évolutions vers cette désintermédiation et la question qui se dit, est-ce qu'une radio doit être présente sur toutes les plateformes ou est-ce qu'elle ne doit pas simplement dire venez sur mon site, inscrivez-vous et vous pourrez écouter mon stream? Gros sujet de fond. On a parlé des plateformes de streaming, on évoquait les plateformes de podcast un instant. Ça, c'est, on le sait, la grande révolution aussi de ces dernières années qui nous fait passer d'une logique broadcast, de flux, à une logique complètement délinéarisée. Vous baignez dedans, Pierre Orlac, enfin, tu baignes dedans dans cette logique délinéarisée. Comment aborder la chose? Comment rendre découvrables nos contenus dans ce monde immense, dans cette offre immense de podcasts et de contenus délinéarisés? Pour répondre, je vais peut-être rebondir sur ce que disait Philippe, parce que je trouve ça passionnant. Et puis avant de faire du podcast, j'ai fait du média digital vidéo et texte, et on a vécu les mêmes questionnements. En fait, à l'époque, on disait le culte de la page d'accueil. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le culte de la page d'accueil et toujours avoir le culte de driver les auditeurs un maximum sur ses actifs. Pour autant, il faut être ouvert sur ce nouveau monde et ne pas considérer qu'il est essentiel d'être présent sur toutes ces plateformes. Comment le faire? Et c'est pour ça que ce que tu expliques, Philippe, c'est, je pense, la bonne solution. C'est-à-dire de dire je suis présent, mais je contrôle le plus possible et je peux faire du fenêtrage et je peux décider d'arrêter quelque chose à un moment. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ça nous amène à la découvrabilité. C'est-à-dire que justement, si j'ai du contrôle, c'est aussi pour piloter ma découvrabilité sur certaines plateformes. Quand je sais où je suis distribué, je sais un peu mieux déjà quelles actions je vais devoir mener pour être visible sur les dites plateformes. L'élément de base, en fait, il est presque plus... il est lié à l'usage et il est presque plus philosophique qu'autre chose. C'est que les gens, jusqu'à présent, et ça c'est pareil pour tous les médias, et tous les médias ont vécu cette révolution, jusqu'à présent, c'était descendant, un média. On allumait la télé et puis le présentateur nous disait ce qui s'était passé. Aujourd'hui, les gens choisissent les contenus qu'ils veulent consommer. Ça pose plein de questions éthiques. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, hein.
Mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire, et c'est tous les sujets qu'on a eu avec Facebook ou autres, avec les élections présidentielles et tout ça. C'est qu'on arrive à des niveaux de désinformation terribles parce que les gens choisissent ce qu'ils veulent consommer en divertissement, comme en médias et comme en information. Donc on a une responsabilité dans ces enjeux-là, d'où le fait de vouloir contrôler, de travailler très fortement. Et sur la découvrabilité, pour moi, c'est le principal changement, c'est celui-là, c'est de se dire, finalement, les gens, je ne peux plus leur dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu dois écouter, mais c'est eux qui me disent, voilà ce qui m'intéresse. Est-ce que tu as quelque chose à me raconter qui m'intéresse ? Donc, en effet, il faut être très data-driven, c'est-à-dire regarder ses audiences, essayer d'avoir le plus possible de l'information sur toutes les consommations de contenu, comprendre ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, et changer de position en se disant il faut que je réponde à un besoin de mon audience plutôt que je lui dise plutôt que je sois descendant. Et il faut savoir où placer le curseur entre bah oui, je réponds aux besoins de mon audience, mais j'ai quand même une mission d'information, j'ai quand même une mission sociale, et il y a un moment où je fais pas n'importe quoi non plus. Voilà. Mais donc cette notion de catalogue, c'est vraiment clé parce que finalement, et même dans la façon dont on peut concevoir une émission de flux, aujourd'hui, chez Radio France, chez d'autres grandes radios et chez des groupes audiovisuels, quand on prépare une grille, on pense à la façon dont ça va être consommé, délinéarisé. On ne pense plus une grille uniquement pour du flux. Donc je crois que et alors pour nous c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas de flux, donc on a vraiment ce modèle de fonctionnement pur catalogue, et on va voir quelles sont les catégories les plus consommées, quels sont les contenus qui ont les mieux marché, et puis on affine et on crée notre ligne éditoriale en fonction de ce que veulent nos audiences. Je reviens sur cette question philosophique qui est quand même centrale, Philippe Chapeau, ce changement de paradigme entre le descendant et le ça plaît enfin, et le besoin des gens, pardon. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas des, on se bat pas avec les mêmes outils. Donc, c'est très compliqué pour une radio de savoir, aujourd'hui, vu en plus, et encore plus pour les radios associatives, de savoir ce que veut le public, puisque on ne sait pas qui nous écoute quand on est une station de radio. On a une vague idée. On peut faire, bien sûr, des études avec Médiamétrie sur les panels et sur toutes ces choses-là, mais c'est quand même très compliqué. Là où Pierre explique que c'est vrai, pour suivre les audiences digitales, on arrive à avoir un certain nombre de data qui nous permettent de se dire ben là ça plaît et là ça plaît pas. En radio, c'est quand même beaucoup plus compliqué, d'une partie parce qu'il y a un flux continu, et donc ça s'enchaîne et on ne sait pas, à part quand on est une grande radio, et encore, vous savez comment sont faites les études médiamétrie. Je ne vais pas rentrer dans le débat des audiences, de la manière dont c'est mesuré, et encore moins dans le débat de la manière dont c'est mesuré pour les radios associatives. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne vous battez pas avec les mêmes outils. Donc là, le digital peut permettre aux stations de radio, justement, grâce à ces flux délinéarisés, à ces contenus qui peuvent être d'ailleurs produits de manière native, et ensuite diffusés à l'antenne, comme a fait là récemment France Inter. Ils ont créé un podcast natif et ils ont fait un mois plus tard une émission avec les réactions de ceux qui ont écouté le podcast, et ils l'ont programmé dans leur grille. Donc il y a des choses intelligentes qu'on peut faire justement pour essayer de savoir est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. Et c'est vrai que le podcast, le côté délinéaire ou le streaming nous permet de savoir, ben oui, à un instant T, j'ai 800 auditeurs simultanés. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, une radio associative peut se targuer de se dire que sur son stream, il a 800 auditeurs simultanés, hein, pas sur une tranche, hein, simultanés. Et c'est là qu'on peut mesurer. Mais sur la partie FM ou DAB+, c'est très compliqué. Alors, on parlait de découvrabilité, parce qu'à partir du moment où on a pris conscience de ok, je me mets dans cette logique, je change de philosophie, je commence à me poser des questions, je me mets à écouter mes auditeurs, et j'essaie de faire émerger des podcasts natifs, j'investis dedans, mais je suis au milieu d'une offre gigantesque. Il y a des millions de podcasts, il y a tous ces canaux très variés dont on a parlé.
comment vous voyez, Jean-Marc, peut-être la manière d'exister au milieu de cette offre pléthorique une fois qu'on a produit des trucs? Alors moi, j'ai encore la faiblesse de croire en la puissance de la radio. C'est-à-dire que lorsque vous voulez qu'un podcast natif issu de votre radio soit écouté sur votre site internet, déjà vous en faites la promotion sur votre radio. Et l'auditeur, s'il est assez intelligent, il va aller directement sur votre site internet et il va écouter votre podcast. Donc pour la Utiliser l'antenne pour... utiliser l'antenne pour promouvoir. Même, je parle de podcast natif, mais il peut aussi y avoir, par rapport, moi je ne sais pas, c'est ce que nous faisons en tout cas au niveau de l'information sur mon antenne, où il peut y avoir 20-30 secondes d'interview. Et vous savez très bien, lorsqu'on diffuse juste 20-30 secondes d'interview sur un flash d'information, c'est que vous avez fait une interview qui dure 5-10 minutes derrière. Et donc l'interview, vous le retrouvez en intégralité sur le site internet, avec un article bien spécifique. Donc là, bien évidemment, nous, en direct, on dit, si vous voulez en savoir plus, direction le www.atomicradio.fr. Et donc là, l'auditeur, il trouve directement, et il choisit, et il écoute. Okay. Donc là, c'est... nous, on a quand même un outil de promotion qui est quand même encore assez important, qui est la radio. En préparant, vous me disiez que vous avez une conviction profonde qui est affirmer sa marque. Alors ça, c'est peut-être un gros mot au niveau des radios associatives, ce que je vais dire. Mais je pense que nous avons tous une couleur d'antenne, une ligne éditoriale bien spécifique. Je crois que c'est Philippe qui disait ça tout à l'heure. À vouloir viser un trop grand et trop large public, on ne vise au final personne. Donc chaque radio, et d'ailleurs c'est le choix que doit faire aussi l'ARCOM lorsqu'il dessine le paysage radiophonique sur une zone bien déterminée, c'est que chaque radio doit offrir quelque chose à un auditeur. Et donc, si vous offrez quelque chose, c'est que vous avez une identité quelque part. Identité culturelle, identité rédactionnelle. Ma radio, pour parler de ma radio, on est plutôt spécialisé dans les sons pop électro, et même plutôt électro, avec de l'information locale et des rubriques locales sur le développement, mais plutôt à destination d'un public jeune adulte. Donc, on a une marque. Oui, on a une marque. Et donc, ensuite, nous, on propose j'ai failli dire des produits, encore plus gros mot ici, mais on propose en tout cas des podcasts et des contenus qui n'outragent pas la ligne éditoriale première de notre métier premier. Pierre Orlac, on a évoqué ce changement de philosophie, l'enjeu d'être découvrable. Effectivement, au milieu de cette offre pléthorique, comment s'y prendre, comment structurer la manière de faire émerger au milieu de cette offre de podcast gigantesque des produits qui sont visibles. Comment s'y prendre pour émerger? Je vais être un peu agressif, mais je pense que tu parles de l'offre pléthorique et tout ça. Il n'y a pas mieux placé qu'une radio pour émerger dans le podcast. Aujourd'hui, il y a des indépendants qui ne savaient pas utiliser un micro il y a 3 ans, qui sont en train de conquérir des audiences. C'est la vérité. C'est exactement ce qui s'est passé avec les chaînes télé qui n'ont pas voulu voir l'émergence des vidéos web et qui n'ont pas pris ce virage-là. Pour le coup, Radio France, c'est quand même plutôt bien bougé sur le format podcast. Et même on travaille à l'international, on regarde un peu tous les territoires. Et par rapport à d'autres territoires, ils ont déjà bien occupé le terrain. Mais il y a encore de la place. Et il y a aujourd'hui des indépendants qui prennent de la place parce qu'ils créent... Je pense que je rejoins Jean-Marc, ils ont une marque, ils cherchent à la développer, et puis ils se mettent vraiment les mains dans le cambouis du digital. Donc c'est pas la même façon de fonctionner. On peut pas avoir le même modèle économique, c'est pas les mêmes sources de trafic, c'est pas le même mode de fonctionnement. Mais il faut se le dire vite, et puis il faut se décider à avoir une stratégie uniquement sur ce levier-là et sur ce format-là. Aujourd'hui, si on a une stratégie sur ce levier-là, sur ce format-là, qui d'autre que vous, en tout cas, moi c'est le discours que j'ai quand je rencontre des radios, qui d'autre que vous pour produire de l'audio mieux que... Mais même moi, je faisais de la vidéo. Je ne savais pas ce que c'était de l'audio. Il y a 4 ans, je n'avais pas de directrice de prod. Quand j'ai lancé ma boîte, on ne savait pas ce que c'était de faire une compression. Je veux dire, c'est des choses aussi basiques que ça. Donc, vous avez ce savoir de production. Vous avez des marques. Maintenant, il faut
prendre plaisir à aller dans l'aspect digital. Ensuite, sur le digital, aujourd'hui, pour émerger, il y a le culte de la page d'accueil, votre site, et ensuite, globalement, hein, il y a 3-4 gros acteurs qui émergent sur le podcast aujourd'hui, et il faut essayer de les comprendre, comment ils fonctionnent, comment on arrive à être mis en avant sur Spotify, comment on arrive à exister sur Apple Podcast, comment on arrive... Voilà, et c'est ce travail-là qui doit être fait, et aujourd'hui, que des indépendants arrivent à faire. Avec du marketing du contenu, avec la compréhension de l'algorithme. Aujourd'hui, on voit bien que, je ne sais pas si certains ont la curiosité de regarder le classement des podcasts sur Apple Podcast toutes les semaines, c'est le lundi à 15h, ça se met à jour. Hein. Le Apple Podcast Store se met à jour. Et ben voilà, c'est ça, c'est cette curiosité-là. Ah bah tiens, lui, il arrive à émerger. Comment il arrive à passer devant les grosses têtes? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Voilà. Moi, mon métier, c'est juste ça. Hein. C'est d'essayer d'avoir cette curiosité-là, de comprendre l'algo, et ensuite essayer de faire aussi bien que ceux qui ont déjà réussi sur ces territoires-là. Mais voilà, je pense que sur la découvrabilité aujourd'hui, il faut avoir une notion de catalogue. Vous avez, via vos antennes, vous avez une bibliothèque d'archives ou de contenu qui est incroyable et qui peut être retravaillé en catalogue. Le marketer, décider qu'est-ce qui a un intérêt en replay ou qu'est-ce qui n'en a pas. Et puis, si je devais compléter mon offre avec du podcast natif, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce qui ferait sens pour des audiences qui cherchent des contenus et qui ont... Donc, quelles sont les tendances en ce moment, sur quels sont les sujets qui attirent les gens aujourd'hui. Moi, si je peux rajouter une petite chose sur cette partie découvrabilité, je pense que Pierre est très très bien placé et en plus a des outils qui permettent de pouvoir justement optimiser ce référencement qui est quand même super important et les mots-clés utilisés et la manière de mettre des descriptions va être interprété par Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast différemment. Et aujourd'hui, il y a même des sociétés qui se spécialisent dans cette technologie-là, c'est savoir quels sont les mots-clés qui aujourd'hui vous référencent le mieux. Et cette bataille-là, c'est vrai que les radios, elles n'ont pas le réflexe de faire attention à ça, à part, oui, en effet, France Inter et compagnie. Après, je pense que dans la partie quel contenu faire et comment faire, regardez simplement dans les classements. Il y a Apple Podcast, il y a Spotify qui fait un classement de podcast aussi qui est remis à jour régulièrement. Regardez le type de podcast qu'il y a, que ce soit des replays ou que ce soit des podcasts natifs. Quand je dis replay, c'est des espèces d'hybrides. Faites entrer l'accusé ou on te la raconte. C'est des espèces d'hybrides parce que c'est quand même des émissions radio qui sont en podcast, mais sont toutes en général des émissions qui sont incarnées par une personne et qui, quand on l'écoute, on se dit il est avec moi, il est à côté de moi. Donc je pense qu'il y a quand même si vous voulez savoir comment faire, en tant que radio où vous êtes habitué à vous adresser à tous et donc vous adresser à personne, c'est peut-être de vous remettre en question sur la manière dont vous traitez le contenu que vous voulez traiter et qui l'incarne. Je pense que ça, c'est primordial. Et faites l'exemple, hein, ce qu'a dit Pierre. Allez sur les classements, regardez quels sont les podcasts natifs qui ressortent. Et est-ce que c'est une personne qui les incarne ou est-ce que c'est un échange à 5 ou 6 animateurs qui sont en train de s'amuser à dire des bêtises? Vous allez voir que le résultat, il est vite attendu, comme on dit. Question Philippe Chapeau. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, et beaucoup, je pense ici, sont interpellés. C'est le succès de France Culture en matière de podcast. Ouais, une audience qui est dans un rapport de 1 à 10 sur la FM entre Inter et Culture, et France Culture qui cartonne, et c'est des émissions de radio en replay, hein, c'est pas des podcasts natifs. Parce que France Culture a toujours fait du podcast. France Culture et France Musique ont toujours fait du podcast depuis toujours. Ils ont toujours... Et qu'est-ce que c'est un podcast natif? C'est ça. C'est un podcast qui est produit, où il y a un travail audio, de réalisation, de design sonore, de montage, de mixage, de mastering, de temps long. France Culture et France Musique ont toujours fait ça.
Et maintenant, tout le monde est en train de faire ce que fait France Musique. Donc France Musique, France Culture, pour la première fois, j'étais avec NPR aux États-Unis, la radio publique américaine, dans une des conférences qu'on faisait à une Radio Week, et elle nous disait, pour la première fois, on a de la concurrence. Alors que jusqu'à maintenant, on faisait des contenus produits bien chiadés, bien faits, bien montés, et personne n'était capable de faire ça. Aujourd'hui, avec, je dirais pas des bouts de ficelle, parce que c'est pas vrai. Si on veut faire quelque chose de très très bon, il faut des bons acteurs, il faut des bons micros, mais on est quand même capable, si on est un peu des merdes et qu'on est un peu technicien, à faire quelque chose qui est quasi aussi bon qu'un On de Latte raconte avec un très bon micro et un bon narrateur qui a jamais fait de radio et qui sait raconter des histoires. On peut arriver à faire un truc génial parce qu'il l'incarne et que derrière, on se dit, oh, il est à côté de moi. Et c'est ça aujourd'hui que les gens aiment avoir dans leurs oreilles. Bien sûr, ils aiment le flux continu, ils aiment être surpris. Mais on se rend compte qu'avec le confinement, avec cette oreille qui se disperse et qui va écouter des contenus un peu à droite et à gauche, eh bien, il y a une envie de cette proximité, de cette incarnation, de se sentir concerné un peu plus personnellement par un contenu audio qu'on consomme et qu'on peut consommer d'ailleurs en faisant autre chose, en courant, en étant dans la douche. Il y avait Hugo Décrypte. Alors c'est pas, voilà, vous le connaissez. D'ailleurs, il c'est un passionné de radio aussi. Il avait commencé avec Radio Londres. Il était au salon et il racontait un truc assez marrant, c'est que il y a un de ses auditeurs avant qu'il se lance dans le podcast. Avant qu'il se lance dans le podcast, il y a un auditeur qui lui disait: ah mais tiens, je vous écoute sous ma douche. Un YouTuber écoutait sous une douche. Il me dit, mais comment vous faites pour m'écouter sous la douche? Et bien, je vous écoute en audio. Et en fait, ils écoutaient simplement l'audio du podcast. Et ce qui lui a donné après l'envie de se lancer dans le podcast. Et il est maintenant, alors il n'est plus dans le top 5 ou dans le top 10, mais il est encore très écouté en podcast. Donc ce que je veux dire, c'est que la manière dont les gens écoutent aujourd'hui n'est plus comme elle l'était avant. Et il faut s'y adapter. Et il faut surtout penser à quel contenu on fait, qui l'incarne. Et ensuite, il y a un autre élément que dont les radios n'ont pas l'habitude, que les radios n'ont pas l'habitude de gérer, c'est que quand on crée un contenu, et bien après, on a en effet l'outil de promotion qui est la FM, qui est des concerts éventuellement, des événements. Mais un podcasteur, il n'est pas comme ça, même si les podcasteurs arrivent à développer des événements à fortiori. Un podcasteur, il se dit, si je lance mon podcast, j'ai 1/3 de production et j'ai 2/3 de promo et de marketing et de communication. Et ça change aussi la donne. C'est-à-dire qu'il faut que les radios se promeuvent les podcasts natifs qu'elles réalisent, mais en dehors de l'espace FM. Parce que l'espace FM, oui, c'est le facile, mais il y a plein d'autres préparations à faire et biais à communiquer, et surtout sur le digital. Et là, c'est là où les radios pêchent un peu en ce qui concerne les réseaux sociaux, parce que republier simplement des contenus qu'on a sur son site, sur les réseaux sociaux, et ne pas faire de communication spécifique par rapport à des contenus spécifiques. Après, je vous vois arriver. Comment est-ce qu'on finance ça? On en parle dans un instant. Pierre veut réagir et Jean-Marc. Oui. Non, mais je rejoins tout ce qu'a dit Philippe. Je suis complètement d'accord. Je pense que l'un des éléments aussi pour émerger, c'est le contenu spécifique. Alors, je sais je m'adresse à des radios associatives et de ça, que vous êtes déjà parfois sur des contenus spécifiques, mais la force du podcast, c'est de permettre d'avoir accès à des contenus qui n'auraient jamais eu une audience suffisante pour être une émission de radio. Mais moi, je vais avoir un affect particulièrement fort parce que c'est très niche. Je prends un exemple. Moi, je suis rentré dans le podcast avec des podcasts américains qui parlaient d'entrepreneuriat parce que j'avais déjà vendu une première société. Je cherchais de l'information spécifique sur ces sujets-là. Jamais ce contenu-là, mais si vous voulez, la valeur que j'ai trouvée dans ce contenu, je pourrais, je pense, l'estimer en euros. Voilà. Parce que c'était très spécifique, c'était très fort, et donc, mais du coup, l'affect que j'ai avec ce contenu, il est dingue. Parce que c'était passionnant, ça a été très serviciel. Donc en fait, aujourd'hui, il faut aussi penser soit des sujets niches qui vont vraiment pouvoir passionner une partie de mon auditoire, et je peux avoir une petite communauté, mais avoir un podcast ultra engagé qui permet de faire énormément de choses, et soit avoir des contenus très serviciels. On a fait un podcast bien-être parce que les gens, je suis désolé, ils veulent savoir comment s'endormir et ils veulent pas mettre d'écran, donc on a fait un podcast bien-être. J'avais pas forcément envie de faire un podcast bien-être, mais c'est un besoin et c'est du pur serviciel. Jean-Marc. Par rapport à ce que disait Philippe et au-delà de ce que j'ai dit aussi, puisque moi je me suis surtout orienté sur
le pouvoir qu'avait encore la radio pour assurer la promotion de ces podcasts. Je tiens à préciser une chose, c'est qu'au niveau de la fédération régionale en Occitanie, l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives en Occitanie, nous on a reçu le soutien de la région Occitanie pour créer des productions sonores, des créations sonores, soit sur des formats très courts, soit sur des formats beaucoup plus ambitieux. Nous, au niveau de notre fédération, pour accompagner les radios qui souhaitaient accompagner cette production de création sonore, on a proposé des formations avec des personnes qui viennent de France Culture et d'ailleurs pour justement, c'est Philippe encore une nouvelle fois qui le disait, pour améliorer le design sonore de ces créations sonores et de créer une véritable ambiance autour de ces podcasts. Bien sûr, ils sont diffusés à la radio, mais pas que. Avec la région Occitanie, il y a des moments d'écoute qui se font en public, des écoutes dans des sites patrimoniaux, dans des sites touristiques ou ailleurs. Et ça, c'est tout bénef pour la création sonore, mais également pour la radio qui a une visibilité qui est offerte par ce type d'événement. Donc c'est vrai que nous, on a cette chance-là au niveau de l'ARA et au niveau de l'Occitanie d'être soutenus par la région qui a vu l'importance de ces créations sonores et du glissement d'une partie de l'audience vers ces créations sonores. J'ai été marqué par ce que tu as dit, Pierre, sur ces contenus spécifiques niches autour de petites communautés hyper engagées. Philippe Chapeau, l'enjeu autour des contenus de créer des communautés, ça c'est un enjeu majeur aussi, Philippe. Je pense que c'est le gros souci d'un broadcaster. C'est comment on arrive à réunir une communauté qui est fan de la radio. Alors oui, il y a les événements, il y a les concerts, il y a côté podcaster, on voit à quel point il y a un besoin de se lier à ses auditeurs et de pouvoir discuter avec eux pour éventuellement aussi derrière leur proposer d'autres choses qui peuvent les intéresser. Ça peut être des soirées. Il y a, je prends l'exemple de Génération Do It Yourself ou de Bliss Stories. On va prendre Bliss Stories, Clémentine Gallet, qui est une jeune femme qui est partie de TF1 et qui d'un seul coup s'est mise dans le podcast pour la partie postpartum. Donc là, on est vraiment dans une niche. Et cette niche-là, elle l'a exploitée. Elle a lancé une marque avec des produits dérivés pour les femmes qui ont ces problèmes de postpartum. Elle a fait des événements maintenant. Elle fait une tournée où elle réunit toutes ces femmes pour discuter et puis elle en fait un show. Donc en fait, on arrive à faire des choses parallèles après avec ces communautés-là. Je prends un autre exemple. Un petit podcasteur qui fait un podcast qui s'appelle Violet sur Prince, eh bien, il a sa petite communauté. Alors oui, il ne gagne pas des milliers et des cents, mais sa communauté le finance et l'aide parce que il fait une soirée, ils viennent, ils vont payer 5, 10 euros et ça lui permet de continuer et de développer son modèle économique. Un dernier exemple, c'est Julien Cernobori, qui est journaliste, qui était à France Inter, qui a fait, bien sûr, qui a une belle expertise et un beau savoir-faire, mais il est parti sur son podcast Cerno, qui est l'enquête sur les tueurs des vieilles dames il y a 3 ans, parce que un tueur a habité dans son appartement, il est parti sur une enquête et maintenant ce sont ses auditeurs qui le financent. Il a plus de 1000 personnes sur son Patreon qui lui donnent entre 5 et 15 euros par mois, parce que toutes les semaines, il les réunit sur un Slack. Un Slack, c'est un outil digital comme Discord qui lui permet de gérer sa communauté et de leur parler. Et maintenant, c'est la communauté qui se parle entre eux. Lui est présent, mais sans vraiment trop interagir. Et ensuite, il les réunit tous les mois, une fois à Paris, pour ceux qui payent un peu plus cher. Donc, en fait, et il est indépendant. Et il n'a pas de pub. Et il est dans une niche très fermée. Donc, en fait, il y a des niches et ce qui est important pour eux, c'est d'identifier leur communauté. Et je pense que ça, il y a des choses dont on peut s'inspirer quand on est une station de radio pour essayer de peut-être, sur certaines actions, certains sujets, fédérer des communautés et développer la marque. Parce qu'au final, oui, on parle bien de marque, que ce soit les productions de Bababam, Cerno ou RCF ou n'importe quelle autre station qui a une marque. Bien sûr, on parle de marque et de notoriété et d'engagement en fait et d'envie d'avoir envie d'aller suivre ces rendez-vous. Et il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, Pierre, mais qui est important pour les radios et je pense que ça évolue un peu dans la programmation des radios, c'est le côté série.
C'est le fait que, vous saviez, à l'époque, enfin, dans les années 80, il y avait des émissions qui marchaient par série et qui travaillaient un peu. Allez, la semaine prochaine, vous retrouverez, et qui donnaient envie d'aller écouter la semaine d'après. Bah, ça se fait encore, mais je trouve que ça s'est un peu perdu. Et là où le podcast est très fort, c'est dans la partie storytelling, le contenu, comment écrire une histoire pour qu'à la fin, on ait envie d'aller écouter le deuxième épisode la semaine d'après, comme ça se passe dans les Netflix et compagnie. Et là, je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire sur la partie écriture. Et sur la partie niche, la dimension locale est évidente. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les applications de podcast ne proposent pas encore des contenus en fonction de la localisation, mais je pense que ça va arriver. Quand on voit la presse magazine, ça bascule sur le digital. Aujourd'hui, la presse locale digitale revit parce qu'en fonction de notre géolocalisation, Google nous pousse des contenus qui concernent notre ville, notre département, ce qui n'était pas le cas au tout début. Et je pense que sur le podcast, c'est la même chose. Et moi, aujourd'hui, j'ai aucun contenu qui m'est poussé sur ces applications sur ma ville ou ma région d'origine. Et si j'en avais, je les écouterais, c'est certain. Donc c'est voilà, personnalisation, effort sur le marketing, enfin identification, effort sur le marketing, et ce que je disais en intro, se dire que je ne pourrais pas avoir des résultats de la même façon, puisque de toute façon, ce n'est plus le même chemin. Les gens viennent à moi et c'est pas moi qui m'impose aux gens. Un dernier point avant d'ouvrir l'échange avec la salle, puisque tu l'évoquais, Philippe, la question des moyens financiers. Parce que c'est bien joli tout ça, on a quand même des grilles à faire tourner, c'est du boulot, c'est beaucoup de choses à faire. Il faut, là, on est en train de se dire qu'il faut inventer des manières de faire nouvelles, complémentaires, face à tous ces canaux, cette offre, puis ce marketing à déployer. Comment faire face à toutes ces nouvelles choses à inventer quand nos moyens sont limités? Si on est dans une fédération de radio associative, on ne roule pas sur l'or et c'est compliqué. Comment aborder cette question des moyens financiers? Peut-être un mot d'abord, Jean-Marc. C'est toujours le nerf de la guerre. Et ce matin, on parlait du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Bien évidemment, nos structures, elles sont limitées au niveau des moyens. J'avais déjà sorti cette phrase au Salon de la radio. Je vais dire que, en fait, il faut être présent partout, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, il faut être présent à coûte que coûte, mais pas à n'importe quel coût. Donc, il faut être quand même assez inventif lorsque nous gérons une structure associative pour pouvoir financer de nouvelles productions comme peuvent l'être les podcasts. Nous, au niveau de la région Occitanie, nous avons réussi à financer une bonne partie de ces productions grâce au soutien de la région Occitanie qui s'est véritablement engagée là-dedans. Mais c'est encore un modèle économique assez flou pour nos radios et avec oui, une interrogation sur est-ce que si je finance trop la partie podcast, est-ce que je ne vais pas déshabiller la partie broadcast? C'est la question que chaque dirigeant doit se poser. En tout cas, un mot peut-être côté CNRA, je ne sais pas si c'était évoqué ce matin, mais concernant au-delà des podcasts, le digital, mais DAB, ouais. Vis-à-vis du FSER, quelles actions sont en cours? Alors, on l'a évoqué rapidement ce matin. Au niveau du DAB+, pour la double diffusion FM DAB+, sur une même zone, nous sommes toujours en discussion avec la DGMIC pour que soit prise en charge ce coût de la double diffusion FM DAB+. Mardi, donc il y a de cela 2 jours, on a été auditionné par le rapporteur de la Commission des finances où on a rappelé toute l'importance de financer ce double coût de diffusion. Même si, au niveau de la diffusion en DAB+, les coûts sont certes encore importants, mais on a réussi à faire baisser les coûts premiers en DAB+, au tout début, et lorsqu'il n'y avait que TDF et Towercast qui étaient présents, c'était 800 € par mois que les radios devaient sortir pour être diffusées en DAB+. Et puis, nous avons mené des expérimentations, notamment sur Tarbes, de
de solutions en open source avec du matériel déclassé chez Canal+. Et donc, on a fait vraiment du bricolage au début, mais ensuite qui s'est professionnalisé au fur et à mesure. Et c'est la solution qui a été mise en place à Strasbourg, où après achat du matériel professionnel, mais avec des solutions en open source, donc 2 000 € grosso modo d'investissement premier, eh bien ça revient à chaque radio à 50 € par mois, avec le coût de l'amortissement du matériel également, calculé sur 5 ans, qui est comptabilisé. Donc, et mécaniquement, nous avons fait baisser les prix de TDF et Towercast, puisque en voyant un prix de 50 € alors que de l'autre côté, vous avez 800 €, TDF ou Towercast, pour ne pas mourir, ils sont obligés de s'aligner sur... Alors, ils ne vont pas s'aligner sur nos prix, ça c'est sûr, parce qu'ils ont quand même un service supplémentaire. Mais en tout cas, ils ont drastiquement baissé leur prix. Comme je le disais, sur Pau, et l'exemple a été donné aussi tout à l'heure, mais on arrive désormais à des prix à 250, 300 € avec des prestataires extérieurs de diffusion et non pas des prestataires associatifs, comme ça existe sur Strasbourg. Alors, on ressort du DAB, c'était une petite incise, on revient sur le digital. Comment financer ces développements? Quel modèle économique trouver? Comment trouver les moyens? Comment s'y prendre? Pierre Orlac. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faut beaucoup de pragmatisme et de contrôle. J'ai échangé récemment avec le groupe Bayard, il y a beaucoup de podcasts jeunesse, vous savez. Puis le groupe Bayard, des contenus audio jeunesse, ils en ont des stocks. Mais ils se posent la question de la valeur et du moment où il faut y aller. C'est-à-dire, est-ce que la valeur incroyable de nos contenus audio jeunesse, est-ce qu'on la met aujourd'hui sur des flux RSS publics avec un modèle économique qui est peut-être encore... hein, je comprends qu'il y ait des questions qui se posent de ce type-là. Et je pense que c'est important de se poser la question. Moi, aujourd'hui, Bababam, on est sur fonds propres. Okay, donc, on avait revendu une première boîte avant, on est sur fonds propres. Et donc, on est pragmatique. Donc, on lance un projet. Quand on essaye d'abord de le financer avant de le lancer. Et ça nous donne envie d'aller ensuite plus loin. Voilà, le pragmatisme, c'est une base. Après, je pense aussi il ne faut pas dupliquer. C'est les erreurs qui ont été beaucoup faites avec les révolutions digitales. Quand on est une entreprise qui, quoi qu'il arrive, doit se transformer, on se dit, je duplique. On a un peu le même truc aujourd'hui avec les entreprises qui doivent devenir des entreprises à mission et qui créent des services spécifiques. Bah non, il faut que toute l'entreprise devienne à mission. Et là, c'est la même chose pour le digital. Donc, c'est pas... Il faut qu'on ait dans un bureau 6 mecs qui fassent du podcast. C'est comment on fait pour que toutes nos équipes qui font de la radio, et c'est leur mission première, commencent à travailler sur le sujet podcast. Ça, pour moi, c'est essentiel que ça ne soit pas de la duplication. Après, des modèles économiques, il y en a plein. Là, vous êtes sur des modèles associatifs, donc vos revenus ne sont pas liés à la publicité, mais vous avez des gens qui sont là pour vous soutenir, qui soutiennent vos projets, pour qui vous êtes essentiels dans leur quotidien. Et les gens aujourd'hui qui donnent à Cerno, ils n'estiment pas que Cerno, il est plus essentiel que la radio associative du coin. Donc, par contre, la radio associative locale, elle peut permettre d'avoir encore plus de serviciels et un affect encore plus fort. Et donc, on peut créer, je pense, beaucoup de choses autour de l'abonnement, beaucoup de choses autour des cagnottes et des dons. Maintenant, c'est quel contenu je donne et quel service je donne, VS ces dons. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut travailler. Et sur le modèle publicitaire, aujourd'hui, parce que je sais que certaines radios associatives peuvent quand même avoir un peu de publicité. Sur le modèle publicitaire, pour moi, c'est encore une fois du pragmatisme. C'est-à-dire que si on commence notre aventure podcast, il ne faut pas qu'on ait un modèle publicitaire basique ou automatisé avec de la publicité non choisie, ou en tout cas avec peu de filtres et puis du volume. Ça ne marchera pas. On va d'abord essayer de vendre des opérations sur mesure parce qu'on n'a pas beaucoup de podcasts, une petite grille, un petit catalogue. Et puis petit à petit, quand on grandit, c'est l'aventure de Bababam. Nous, on a d'abord vendu des opérations sur mesure. Aujourd'hui, on a une vraie régie, c'est en train de devenir tout automatisé. On va nous-mêmes vendre notre publicité bientôt. Donc on a avancé
Et je crois que c'est l'un des trucs du digital, c'est que souvent on a l'impression les gens qui réussissent, ce sont des Américains avec des lunettes. En fait, ce sont les gens qui ont du bon sens. Dans le digital, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui ont du bon sens. Donc avancer avec pragmatisme et bon sens, et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La meilleure stratégie podcast de l'année, c'est pas forcément celle qui fait le plus de bruit, mais c'est celle qui fait sens et qui nous permet de continuer le chemin. Il y a aujourd'hui plein de boîtes et plein de médias qui ont fait des podcasts et puis qui ont arrêté un an après, parce qu'ils avaient fait plein de trucs puis ça n'avait pas marché. Donc il vaut mieux faire un truc qui marche bien que 18 qui ne marchent pas. Voilà. Philippe Chapeau, la Ouais, question des moyens financiers et du modèle Je éco. vois les paroles de Pierre. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Pierre. Et il y a une chose aujourd'hui qui ressort. Il y a une chose qui ressort vraiment de Podcast Magazine. D'ailleurs, je fais un peu ma pub au passage. Hein, voilà, il est là, mais il n'est pas encore là puisqu'il ne sortira que le 15 octobre pour le Paris Podcast Festival. Mais vous pouvez jusqu'à ce soir faire les précommandes sur KissKissBankBank. Ça, c'est ma petite pub au passage. Hein. Si vous voulez le recevoir, 192 pages. Et ce qui ressort de Podcast Magazine et des 60 podcasteurs qui font partie de l'aventure, c'est ce que dit Pierre. Pensez tout de suite, je dirais pas au modèle économique, mais à comment on va le financer. Un podcast à minima, le moins cher du podcast par épisode. Si vous devez payer celui qui fait la musique, celui qui fait l'interview, le matériel, vous êtes à 1 000 € l'épisode. Donc, il faut que vous alliez chercher, et quand on est une association, on peut à la rigueur arriver à 500 € l'épisode quand on fait des séries de 6-8 épisodes. Bon, mais ça a un coût. Et donc, il faut aller tout de suite penser au modèle économique et donc aller chercher les partenaires qui vont bien. Et si on a quelqu'un qui est passionné, si on a quelqu'un qui incarne, et si on est sur une niche et que votre partenaire ressent que vous allez vraiment toucher cette cible-là et cette niche-là, vous allez trouver le financement. Et pas forcément avec des institutions publiques. Ça peut être des artisans, des commerçants, ça peut être des donateurs aussi. Et puis, il y a quand même pas mal de mécènes dans les radios associatives aussi, même s'il y en a de moins en moins et que les dons se font de plus en plus rares. Mais si vous avez, comme Cerno, quelqu'un qui est vraiment engagé dans cette niche, il aura plus envie de faire un don à la personne qui incarne le podcast qu'à la radio, même si ça revient à la radio au final. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que pour le financement et en effet la publicité, ce qu'on appelle intrusive, c'est-à-dire ils appellent ça la programmatique. C'est pas très joli, hein, la publicité programmatique. Il y a un truc qui est génial pour dire mais comment est-ce qu'un partenaire peut être présent dans un podcast? Comment est-ce que c'est pas de la publicité en fait? C'est ce qu'on appelle le host read. Le host read, c'est ce qui a toujours existé en radio jusqu'à maintenant. Il y en a encore un peu sur RTL. C'est l'animateur qui incarne le podcast ou l'émission qui va parler du partenaire. Et qui va bien sûr en parler parce que lui, il trouve que ce partenaire est un bon partenaire. Et la majorité des podcasteurs qui réussissent aujourd'hui choisissent la marque qui va payer pour qu'il soit dans leur podcast. C'est quand même incroyable. Les podcasteurs qui marchent le plus aujourd'hui ont ce luxe de choisir les marques qui vont leur donner de l'argent. Et en fait, il faut le penser comme ça. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire en amont sur comment est-ce que je peux le financer, comment je le présente, quel dossier de presse je fais, comment il est incarné. Et je vous assure qu'après, c'est beaucoup plus facile à trouver un partenaire ou un sponsor. Voilà, on va arrêter pour cette première séquence de nos échanges. Ouvrir aux échanges avec la salle, parce que j'imagine que vous avez quand même plein de questions, j'espère, plein de questions complémentaires à poser. Raphaël, je te laisse te présenter peut-être. Oui, donc Raphaël, directeur de la radio RCF Anjou à Angers. C'est une question qui est un peu connectée. Alors c'est très intéressant, tout ce que dit, c'est passionnant. Il y a pas mal de radios qui développent des podcasts pour des entreprises, en gros pour faire un peu un complément de revenus. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est-à-dire qu'on met à disposition d'un partenaire une voix, un savoir-faire, une technique. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que tout ça, c'est pas un peu
du flanc, quoi. Parce qu'une entreprise qui va faire du podcast, elle est contente parce que c'est à la mode. Elle va acheter 3-4 épisodes, mais après, ça va pas rester. Donc, on est sur une autre catégorie. On n'est pas sur des podcasts de contenu Sur le podcast de dont on marque. parle. Hein, ouais. Est-ce que vous croyez que ça peut marcher ou pas? C'est l'une des problématiques sur lesquelles travaille Bababam. Et on a monté une techno rien que pour ça. Parce qu'en fait, pour moi, justement, c'est pas une mode, le podcast. C'est une révolution d'usage. C'est-à-dire, j'écoutais avant avec un objet, j'ai plus le même objet pour écouter. Donc, c'est pas une mode. Pour autant, il y a plein de marques qui ont lancé des podcasts et qui se sont retrouvées à produire avec parfois des investissements très forts, mais qui n'avaient personne ou aucune solution technique pour les aider dans la diffusion. Et aujourd'hui, la diffusion, on en a parlé, elle est ultra éclatée. Il y a plus d'une cinquantaine d'applications de podcasts sur lesquelles le podcast peut se retrouver. Et du coup, il y a des vrais problèmes et de découvrabilité et de ça. Donc, Bababam, on a lancé une plateforme qui est web, donc qui n'est pas une application. Et on travaille avec la plupart des éditeurs et des podcasteurs qui font du trafic et qui font des écoutes sur le web, Le Parisien, Eurosport, 20 minutes, Elle et j'en passe. Et on propose aux marques qui ont travaillé qui ont créé un podcast de marque de venir faire la promotion de leur podcast sur ces pages du Parisien, de Elle ou d'Eurosport. Parce que Apple, ils vendent pas de pub, ils vendent des téléphones. Spotify, ils vendent pas de pub, ils vendent des abonnements. Donc aujourd'hui, nous, on a réussi à trouver cette solution pour porter des podcasts de marque. Et depuis un an et demi, les chiffres des podcasts de marque ont évolué. Quand je suis rentré sur ce marché-là il y a 4 ans, un podcast de marque, un bon podcast de marque qui faisait 10 000 écoutes, aujourd'hui c'est plus de 200 000 écoutes, 300 000 écoutes. Parce que maintenant il y a du média. On arrive maintenant à dire, vous avez fait un podcast de marque avec RCF Anjou, si vous voulez aussi un budget média pour le faire connaître, vous pouvez le faire. Ce qui n'existait pas avant. Voilà. Mais donc si vous êtes approché pour faire de la production, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes les mieux placés pour conseiller sur de la production audio. Et je pense qu'il y a un savoir-faire de vos équipes dans l'écriture, dans la composition, dans la réalisation sonore, qui est incroyable. Et après, il y a d'autres structures qui peuvent aider sur la découvrabilité et la diffusion. Qui veut réagir sur la question de Raphaël? Philippe, Jean-Marc? Non. Alors, une autre question. Vincent, je te laisse te présenter. Ouais, Vincent Desmond, Radio Lourdes-Pyrénées. Ouais, présence. Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est des questions qu'on se pose tous, je pense, la question du podcast. Moi, en vous écoutant, je me dis finalement... alors peut-être que c'est une question pour toi. Quelles sont les questions qu'on doit se poser maintenant sur notre live, sur notre broadcast, sur notre programme? Parce que on ne peut pas continuer comme avant. L'arrivée du podcast et la manière dont vous en parlez fait qu'on ne va pas avoir une grille qui va rester la même. Et c'est quoi les bonnes questions? Est-ce qu'il faut faire que du live? Est-ce qu'il faut faire que du pas podcastable dans notre grille? Enfin, en quoi on est prêt à se laisser bousculer et sur quelles questions? Nous, on n'a pas une niche, on a une grotte à Lourdes. Donc, non, mais on a 5 millions d'auditeurs journée. Quoi. Une grotte avec beaucoup de monde autour. Sauf qu'on ne va pas la podcaster, c'est que du live. Oui. Mais c'est 5 millions d'auditeurs par jour dans le monde entier. Alors, comment... Enfin, c'est une question. Mais je suis tout de suite pas d'accord. Bon. Pardon. Non, mais justement, ma question est terminée. Non, mais c'est pas parce que c'est du live que vous pouvez pas le podcaster. Moi, c'est pas parce que peut-être que je peux pas écouter votre émission à 13h parce que je dois me déplacer pour aller à un super congrès, mais que par contre, je serais ravi de l'écouter ce soir parce qu'elle est podcastée. Aujourd'hui, l'Afterfoot d'RMC, qui est l'un des podcasts replay sûrement le plus consommé, c'est parce que les gens se couchent à 11h du soir et ils sont tellement contents. Enfin, ils ont plus à se coucher à minuit pour écouter Riolo et Rupté. Et voilà, donc... Parce que c'est podcasté. Donc, c'est pas parce que c'est du live que c'est pas du podcast. Ça, c'est un premier point. Après, par contre, vous devez réfléchir à avoir un catalogue longue traîne aussi. C'est-à-dire que vous avez du flux,
Vous avez des choses qui peuvent être consommées très vite, mais il vous faut de la longue traîne. Et vous avez même des archives dans lesquelles on peut sûrement aller piocher pour créer de la longue traîne. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler et que peut-être il peut y avoir des adaptations dans la grille pour se dire ça va peut-être un peu moins bien marcher en flux, mais je sais que je suis en train de construire le catalogue de demain qui va me permettre d'avoir un nombre d'abonnés incroyable parce que c'est les plus belles histoires autour de Lourdes et que ça, même les gens qui viendront visiter, on pourra le proposer et puis on ira voir voilà, comment on va packager demain notre catalogue de contenu. Et du coup, et c'est là où je dis faut pas dupliquer, quitte à produire intelligemment notre flux, on sait que c'est aussi, certes ça va passer en live, mais on prépare la suite et on prépare demain. Petit mot d'explicitation, Pierre, ce mot longue traîne qui est énormément utilisé dans le digital, redis-nous comment il faut le comprendre. En fait, si je devais le comparer à des outils que vous utilisez, aujourd'hui, quand vous prenez votre téléphone, vous pouvez utiliser Google News, c'est-à-dire vous ouvrez Google, vous avez des actus qui vous sont proposés. Donc c'est l'actu du jour et tout ça. Et puis après, vous avez aussi des requêtes dans Google. Ces requêtes, elles sont liées à soit des services, soit des divertissements, que vous voulez, des vidéos, des gens que vous aimez, que vous voulez regarder, soit des services, je ne sais pas comment défaire mon témoignage personnel, je ne sais pas comment défaire mon Géberit et régler mon problème de plomberie, c'est du serviciel. Je prépare mes voyages d'été avec mes enfants et je veux, dans la voiture, ils commencent à découvrir quelle est l'histoire de Lourdes et voilà, je cherche dans un catalogue de contenu audio parce que je suis dans la voiture et que je veux faire écouter ce podcast. Donc c'est la longue traîne, c'est-à-dire que c'est pas un contenu qui va être écouté 1000 fois dans la journée, mais il va être écouté une fois sur 1000 journées. Voilà. Oui, là c'était de la peur. On y a tous pensé. Jean-Marc. Ouais, Pierre a bien expliqué les choses. En fait, j'ai regardé les chiffres ce matin d'audience sur la Lettre Pro, d'ailleurs, excellent magazine. Les chiffres d'audience des grilles d'été. J'ai vu que sur un an, la radio perdait plus de 3 millions d'auditeurs, il me semble. Bien évidemment, je suis persuadé qu'il faut qu'on réinvente la radio linéaire, et qu'il faut proposer autre chose. Je pense que depuis des années, à vouloir, Philippe le disait aussi tout à l'heure, à vouloir viser un public trop large, on s'est perdu quelque part. Et quasiment toutes les radios, alors c'est peut-être moins vrai au niveau des radios associatives, mais on propose quasiment tous à peu près la même chose. C'est moins vrai, attention, je le dis, en radio associative. Donc, l'auditeur, il n'est plus du tout surpris. Et qu'il choisisse la radio A, la radio B, il sait qu'il tombera à peu près sur le même type de programme. Donc il faut inventer quelque chose, il faut se réinventer pour surprendre l'auditeur. Moi, c'est vraiment ça, sur quoi je veux appuyer, sur une écoute linéaire de la radio. C'est vraiment de surprendre l'auditeur. Mais il ne faut pas opposer le fait que l'émission qui a été produite en linéaire ne puisse pas être réécoutée par la suite en délinéarisé. Et surtout ne pas se dire, tiens, je vais faire des émissions en linéaire qui ne pourront pas être et qui ne seront pas de toute façon écoutables en podcast. Je pense que c'est une mauvaise réflexion sur ce que doit être l'avenir de notre radio, de la radio, pardon, en général. Mais comme je le disais, il faut véritablement se réinventer. Je n'ai pas toutes les clés, et chacun a sa propre ligne éditoriale, et chacun doit avoir sa propre identité. On revient toujours à sa propre marque. Qu'est-ce que l'on souhaite véhiculer via sa radio? Quelles sont les valeurs véhiculées par la radio? Quelle est l'ambiance que vous voulez proposer à l'auditeur? Je pense que ça, en revanche, ça peut être transposé sur une identité de podcast et de podcast natif aussi, propre à cette image de marque qui viendra de toute façon toujours renforcer la marque de votre radio. Et quand il y a des sondages médiamétrie, on ne parle pas encore de watermarking, mais lorsqu'il y a les sondages médiamétrie, c'est du déclaratif. Donc là, directement, même s'ils n'écoutent pas en linéaire votre radio, mais vu que vous avez proposé quelque chose en podcast natif, le nom de votre radio sortira sur les enquêtes médiamétrie. Et ça, c'est tout bénéfice, bien évidemment, pour la radio. Mais oui, et ça fait 10 ans à peu près que je dis ça, il faut littéralement se réinventer, sinon nous serons morts. Moi,
pour répondre à la question, juste une seconde Ah oui, sur, pardon, Philippe, ouais, sur le. Je pense qu'il faut bien sûr faire du replay, du natif. On ne dit pas le contraire, et il faut que ça se retrouve. À mon avis, la chose à faire, enfin, encore une fois, hein, les conseillers ne sont pas les payeurs. Parlez-en à vos équipes, et je pense qu'il faut demander aux bénévoles, il faut demander à ceux qui bossent à la radio, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment est-ce qu'ils ont envie de s'amuser, de s'éclater, qu'est-ce qui les passionne, parce que si il parle de ce qui les passionne, qu'il soit en linéaire ou qu'il soit dans un podcast, bah, ça marchera. Marie-Aude, je te laisse te présenter ensuite, Pauline. Alors, Marie-Aude Henrès, de RCF Bordeaux. Moi, je ne suis pas du monde de la radio. Je suis arrivée en janvier, plutôt très convaincue par transformer un petit peu la grille des programmes dans un mode podcast, créer des séries. On a vendu à la mission locale 6 podcasts pour les jeunes. Et j'ai des personnes autour de la radio et des services civiques qui m'ont dit mais les podcasts, les jeunes, ils n'écoutent pas. Ce qui compte, l'avenir, c'est la vidéo. En fait, on ne peut pas être partout dans une radio associative. On ne peut pas, sur le digital, être à la fois sur du podcast, sur de la vidéo. Il faut choisir. L'avenir, c'est la vidéo. Maintenant, les jeunes, ils regardent des shorts. Voilà, il y a une puissance de l'image. Alors là, on parle beaucoup d'audio et je me dis, moi, je suis assez convaincue par les podcasts, donc forcément, j'aurais envie de continuer à adapter la radio dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est pas finalement l'image qui est l'avenir de la radio ? Alors, pardon. Vas-y, Pierre. Non, mais en fait, 30% des vidéos YouTube sont consommées écran éteint. Donc, en fait, soit parce que... Alors, ce chiffre, il fait un petit effet waouh. Il faut enlever les gens qui écoutent la musique et des chansons et qui, du coup, l'éteignent parce qu'ils se servent de YouTube au lieu d'utiliser Spotify. Mais il y a quand même des gens qui consomment des vidéos écran éteint parce que, globalement, l'impact de l'image dans la vidéo qui est consommée est assez limité. Regarder quelqu'un qui est debout devant sa caméra, ça n'a pas peu d'intérêt. Ce qui intéresse, c'est ce qu'il raconte. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que oui, l'image, c'est génial, sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de producteur d'image. Moi, j'ai fait de la vidéo avant. Je vois très bien ce que ça implique de créer de la vidéo et de faire de la vidéo. Et je crois, par contre, au contraire, qu'il y a une grande place pour la consommation audio. Le temps d'oreille disponible n'a jamais été aussi fort. Il se vend plus de casques que de téléphones. C'est un élément quand même important. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est bien pour le monde dans lequel on vit, mais les gens consomment plus de contenu audio qu'auparavant, parce que grâce à leur téléphone, ils ont accès à une bibliothèque de contenu plus forte, et du coup, ils consomment des contenus en courant, en se déplaçant, en faisant toute une sorte de choses. Donc moi, je crois vraiment à ça et à l'audio, mais oui, bien sûr, les jeunes consomment beaucoup de vidéos et la vidéo, c'est un marché 10 fois plus important que l'audio. Ça ne veut pas dire que l'audio ne va pas progresser et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour l'audio. Et donc, selon moi, on a tout intérêt aujourd'hui à répondre avec des contenus qui plaisent aux jeunes sur l'audio, parce que c'est ça la vérité. C'est qu'en fait, ils n'ont pas de contenu. On a produit une émission de foot avec Spotify pendant le dernier Euro, avec Bababam, parce que justement, quand on regarde les autres émissions de foot en radio, c'est que des mecs de 40 balles qui parlent. Donc en fait, ils n'ont pas ces contenus-là, les jeunes. Donc il faut qu'on aille les créer, parce qu'ils n'ont plus l'objet radio. Et quand ils se baladent sur Spotify ou Apple, ils ont des gens de 40 ans qui leur parlent. Donc c'est pour nous un manque en tout cas, de mon point de vue, c'est un manque de contenu. Et c'est pas le fait, oui, il faut faire de la vidéo. Donc, et comme vous avez des assets audio de dingue, je crois vraiment au fait qu'il y a une place pour développer cette activité-là. Jean-Marc. Heureusement, l'audio n'est pas mort. bien au contraire. Pierre a déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Il y a encore il y a une certaine magie derrière l'audio. Je fais partie de la vieille école, certainement. Moi, je regrette le fait que désormais,
plusieurs émissions de radio soient filmées. Parce que auparavant, il y avait la magie de découvrir, enfin de ne jamais découvrir qui se trouvait derrière le micro. Moi, lorsque j'étais ado, j'écoutais Super Nana, je me demandais toujours si c'était un homme ou une femme. Voilà. Derrière, vous avez des physiques de radio aussi parfois, et c'est vrai que la vidéo enfin, voilà, on pourrait la supprimer aisément. Au niveau de l'audio, au contraire, je crois que les jeunes, il y a une certaine appétence pour l'audio. Mais oui, c'est vrai, il y a un manque de contenu destiné à ce public-là. Mais lorsque vous voyez, moi j'ai la chance d'avoir le studio de la radio qui est juste à côté d'un collège. Lorsque vous voyez tous les jeunes se précipiter le matin à 8h du matin en train d'écouter les musiques ou même des podcasts avec du contenu éditorial dessus. Moi j'ai quand même entendu une émission sur France Inter qui parle de l'histoire avec, j'ai oublié le nom, mais bref, qui est diffusée le dimanche soir juste après Le Masque et la Plume. N'importe l'histoire, Stéphanie Autant Duncan. n'importe l'histoire, voilà. J'ai entendu des jeunes de 15-16 ans écouter cette émission avec leur enceinte connectée. Je peux vous assurer que lorsqu'il y a le regroupement au niveau du collège, c'est un brouhaha sans nom, parce que en fait, ils sont tous avec leurs enceintes connectées en train d'écouter de l'audio, qu'il s'agisse soit de Deezer, Spotify. Certains, c'est la radio en IP, et d'autres, ce sont des podcasts avec du contenu rédactionnel. Donc, on peut être à chaque fois surpris. Et non, je ne pense pas que les jeunes abandonnent l'audio. Et puis, il y a un énorme avantage au niveau de l'audio. C'est que par rapport à la vidéo, c'est toujours sur la mobilité. C'est que vous n'allez pas conduire votre voiture en regardant la télé. Donc, l'audio, elle a toute sa place aussi dans un environnement comme celui des transports, et notamment du transport individuel. Philippe, avant d'avoir la question de Pauline, réaction à cette interpellation sur la vidéo. Ouais, la vidéo, c'est quand même majeur. Et alors, l'audio ? je vais vous donner des éléments que j'ai par rapport à la veille que je fais au niveau international, puisque il y a ce qu'on appelle des futurologues, vous savez, très connus, James Cridland et Matt Degan, qui sont d'abord des amoureux de la radio et qui l'ont toujours été, et qui font maintenant très attention à ce qui se passe dans l'univers du podcast, parce que c'est la même famille, hein, de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Ce qui est indéniable, c'est que l'audio est présent maintenant à nouveau dans les salons alors qu'il avait disparu. Les enceintes connectées, on parle aux voitures, on parle dans sa douche, on parle dans son salon. Donc oui, l'audio est de toute façon incontournable, incontourné. Il devient à nouveau... voilà, avant il était le parent pauvre de la vidéo, de la télé, et maintenant... il y a des lettres de noblesse de l'audio qui reviennent. Donc, c'est fantastique. Par contre, ce qu'ils disent tous les deux, après, moi, je ne suis pas forcément... D'abord, c'est OK, mais quelle valeur ajoutée à la vidéo? S'il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à l'audio, est-ce qu'il y a un intérêt? Si vous avez par contre un invité qui est exceptionnel et qui vous fait des petites choses visuelles pendant que vous l'interviewez, là, il y a une valeur ajoutée. Donc, en effet, et ils sont tous unanimes par contre sur le fait que un podcasteur qui veut réussir, entre guillemets, doit faire de la vidéo. Et pourtant, ce sont des passionnés d'audio, des passionnés de radio, mais ils sont unanimes sur le fait qu'un podcasteur, et là je ne parle pas de radio, hein, je parle de podcasteur qui veut réussir, doit se filmer. Après, une radio, en effet, s'il y a une valeur ajoutée, moi, c'est plutôt de faire des vidéos en off après l'émission avec l'invité qui est venu et de les relayer sur les réseaux sociaux pour avoir des exclus, des choses un peu exceptionnelles, que de, en effet, filmer un contenu inintéressant, enfin pas inintéressant, où rien ne se passe visuellement. Voilà. L'inverse est vrai, hein. Il y a plein de chaînes de télé qui se mettent à diffuser leurs émissions de télé en audio. Hein. France Télé cartonne avec, je sais plus, l'émission de Faustine Bollard. Elle est dans le top 20 des podcasts Spotify très régulièrement, parce qu'il n'y a aucun intérêt à regarder. En fait. Tout le contenu. Alors, oui, pardon. C'est bon pour qui? Pauline, je te laisse te présenter. Oui, Pauline Noack, RCF Haute-Normandie. Je m'interroge, j'ai deux questions. La première, quand je suis arrivée chez RCF il y a 5 ans, j'ai cru comprendre, mais peut-être que je me trompe, que finalement, notre marché, c'était 20% de la population. Qu'il n'y a pas plus de 20% de la population qui allait écouter des contenus audio parlés. Est-ce qu'on en est toujours là? Est-ce que le temps d'oreille disponible, il s'est élargi ou pas?
enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, voilà, notre marché. Et la deuxième question, je reviens sur la question des catalogues de podcasts. Est-ce qu'il est préférable d'avoir une conception très large du catalogue? Vous disiez tout à l'heure, le local a de la valeur. Faire un catalogue avec des déclinaisons par thématique, culture, spiritualité, machin, et puis une déclinaison par région. Voilà. Est-ce que c'est vers ça qu'il faut aller? Et comment est-ce qu'on amène des gens à notre catalogue? Puisque quand quelqu'un nous trouve sur Spotify pour une émission sur l'entrepreneuriat, il n'y a pas toujours écrit, ça c'est produit par RCF qui fait aussi de la spiritualité et de ci et de ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut privilégier? La mise en avant du catalogue, donc, ou la mise en avant d'une émission phare sur le catalogue qui va peut-être permettre d'aller voir ce qu'il y a d'autre? Ou est-ce qu'il faut travailler sur la marque, notre spécificité éditoriale qu'on va retrouver en termes homogènes ensuite dans les produits du catalogue? Alors, il y a deux questions. La première question sur les usages. Oui, moi quand j'ai commencé, on disait qu'il y avait un Français sur 10 qui écoutait du podcast. Je ne parle pas d'audio, mais du podcast natif. C'est-à-dire pas de replay. Je pense que si on... Voilà. Les usages augmentent, on voit bien. Donc je pense qu'on est aujourd'hui, on est encore un peu loin des États-Unis où il y a plus d'un Américain sur 2 qui en écoute. Mais on se situe entre les 20% et les 50%. Je ne saurais pas donner un chiffre exact parce qu'il y a des études qui sont que sur le podcast natif. Donc, comme il y a le replay, je pense que voilà. Mais je pense que c'est entre 20 et 50% en France. Ce dont on est sûr, c'est... Pardon, je t'interromps parce qu'on a le spécialiste, là, Philippe Chapeau. Tu peux nous préciser ce chiffre? Parce qu'entre 20 et 50%, ça fait... Ça fait une grande... Non, mais ça dépend. Un grand élastique. C'est plus de 20% sur le podcast natif. Mais le podcast natif, pour moi, même si c'est mon métier, ça suffit pas. Il y a le replay. Voilà. Quoi. Philippe? Moi j'ai tendance toujours à faire très, très, très attention aux statistiques, aux chiffres. On sait comment d'abord, ces études sont faites avec un panel de 2000 personnes. Après, oui, les statistiques sont des statistiques et donc ça permet d'avoir... Je me méfie beaucoup parce que la manière dont les chiffres sont calculés, de toute façon, ne sont pas valables. Que ce soit d'un côté podcast replay ou du côté podcast natif. Il y a toujours cette ambiguïté pour les podcasts natifs avec la CPM du calcul de l'adresse IP qui peut être 3 fois celle qui est là. Donc, pour avoir des vrais chiffres réels, c'est très compliqué. Personne ne peut en donner aujourd'hui. Mais il y a des instituts qui se font payer pour faire des études et pour dire qu'au Paris Podcast Festival, il y a tant de personnes qui écoutent. Honnêtement, je pense que c'est très, 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 très compliqué de pouvoir avancer des chiffres. Après, tout le monde sort ses études, tout le monde sort ses chiffres. Et pour en discuter directement avec encore ces deux personnes, James Creedland et Matt Degan, ils sont aussi, bien sûr, quand les chiffres sortent, ils en parlent, mais on sait pertinemment que c'est très, très compliqué. Et donc, quelque part, tu as raison donc, de dire entre 20 et 30, entre 20 et 50, parce que je pense que personne n'est capable aujourd'hui, vu en plus la manière dont sont faits la certification côté ACPM et les mesures d'audience côté ISTAT par médiamétrie, d'avoir un vrai et la 126, et IR de médiamétrie, de vraiment avoir des chiffres très très concrets. Donc moi, je n'annoncerai pas de chiffres réellement parce que ce qui est certain, c'est que ça augmente et que l'audio à périmètre ISO, ça augmente. Alors, donc, pardon, Pierre, voilà. on revient là. À périmètre constant, ça augmente. Et après, là où aussi on est certain, c'est que les personnes qui écoutent du podcast en écoutent de plus en plus. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la première question, même si en effet c'est pas forcément une réponse très précise. Sur la deuxième question, pardon, je vais encore vous décevoir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, et et je pense que personne ne sait. Et c'est notre job justement, c'est de travailler entre ces deux frontières, entre la frontière de la marque, de ce qu'on représente, et la frontière du host, enfin de la personne qui incarne, et de nos émissions. Tous les matins, je me demande, est-ce que je dois laisser plus de place à Caroline Nogueras, qui est la journaliste enquêtrice d'Homicide, qui est un de nos podcasts qui marche très bien. Est-ce qu'on doit la valoriser plus? Est-ce qu'on doit la montrer sur la jaquette de l'émission? Ou est-ce qu'on ne doit pas la montrer? Je ne sais pas. On fait de l'A/B testing, on échange avec elle, on travaille, mais
voilà, y a pas, je pense pas qu'il y ait de. Parce que, en effet, je pense que si je la montrais plus, l'émission marcherait sûrement un petit peu mieux. Mais peut-être que l'irrigation vers tous mes autres podcasts marcherait moins bien. Donc, il faut travailler à tâtons et j'ai envie de dire, encore une fois, bon sens et pragmatisme. Si je vois à un moment que vraiment elle va rejoindre Ondelat dans la tête des gens, bah, on va aller peut-être plus loin. Mais pour l'instant, j'essaye de travailler mal. Après, juste du coup pour terminer, quoi qu'il arrive, l'important c'est de se poser la question. Et ensuite, pour répondre à votre dernier point sur comment je fais pour que si les gens sont touchés par un de mes contenus, ils voient les autres contenus, ça, il y a des choses qui existent. On peut avoir des chaînes sur Apple Podcast. Moi, j'ai une chaîne sur Apple Podcast. Si vous allez sur Apple Podcast, vous allez voir la chaîne Bababam, vous verrez tous mes contenus. C'est un truc tout bête. Je crois qu'on était 4 prods indépendants à le faire au début et il y avait 0 radio. Et quand les gens nous ont vu faire, après, ils ont appelé Apple, ils ont dit « Ah bon, nous aussi, on peut l'avoir avec France Inter, ah ouais, on peut avoir ça. » Donc, ça, c'est à travailler avec les applications et à développer. Mais ça existe. Et de la même façon, travailler une bonne description d'épisode pour que quand vous envoyez un épisode ou quand vous envoyez une émission, il y ait des liens, que vous présentiez tout le reste de votre catalogue. Ça, c'est pareil. Ça se travaille et voilà. Et c'est là où ça devient difficile parce que votre premier métier, c'est de faire de la radio et que, mais attends, pour envoyer l'émission en podcast, moi, j'utilise un logiciel. Attends, ça veut dire qu'il faut que mon bénévole, en plus de renseigner ce qui se passe dans la radio, il doit renseigner la description du podcast qui va partir sur le digital. C'est une charge de travail en plus. Comment je l'organise ? Ça, bien sûr, c'est compliqué et c'est une révolution interne à mener. Mais en fait, je pense que si on arrive à convaincre les bénévoles que ce qu'ils vont faire va leur permettre de toucher plus de monde, on a gagné. Et moi, j'ai toujours cette culture. Parfois, ça fait peur aux gens, mais je mets des grands écrans de télé avec les stats. Il y a tant de personnes qui vous ont écouté hier. Bah, voilà, il y a 1 500 000 personnes qui ont écouté les podcasts de Bababam pendant le mois d'août. Bah, c'est valorisant et les gens ont envie de bien faire et de ne pas rater la description et de passer 10 minutes de plus pour que le mois prochain, ce soit 1,6 million, 1,7 million. Voilà. Gérard, je laisse te présenter. Gérard Nick, Radio Notre-Dame. Et dans tout ça, la question de la fabrication de ces podcasts, est-ce que dans une radio, il faut la confier à une personne ou à des personnes particulières dédiées à ça, ou il faut arriver à le faire par les gens en place, les former pour qu'ils appréhendent ce nouveau produit, Qui se lance, Jean-Marc? J'ai pas la réponse en fait. Non, c'est difficile parce que pourquoi se priver de la compétence de personnes qui connaissent l'audio déjà? Mais au niveau du podcast, particulièrement au niveau du podcast natif, je dirais pas que c'est pas le même métier, mais en tout cas, ce n'est pas la même façon de narrer, de présenter. Il y a aussi une ambiance sonore, un univers sonore en fait à créer lorsque. Donc là, ça demande des compétences bien évidemment spécifiques au niveau des podcasts, d'où les formations qui sont faites auprès de notre fédération. Je pense que ces compétences peuvent être retrouvées dans l'équipe. Ça dépend de l'équipe que vous avez constituée au niveau de votre radio. Mais bien évidemment, au niveau de la radio, il y a des compétences qui peuvent être utilisées pour créer ces podcasts. Mais on s'arrête toujours sur la même problématique qui est celle des moyens. Est-ce que en mobilisant une partie de votre équipe pour la création de ces podcasts, est-ce que vous n'allez pas déshabiller de notre côté votre antenne? À toi, je te laisse te présenter. Donc, je suis Lydia de Radio RCF Poitou. Je trouve intéressant ce que vous venez de présenter et c'est vrai que je retrouve un peu... Moi, je viens de la presse écrite, je suis toute fraîche dans la radio, je connais pas grand-chose, j'apprends et vous m'apprenez beaucoup de choses. Et donc, je trouve ça intéressant le parallèle parce que presse écrite papier, quand on a dû s'adapter aussi à la presse écrite numérique, et ben finalement, c'est plus vraiment nous qui décidons des sujets, mais c'est plutôt Google qui nous dit les mots qu'on doit utiliser pour être bien référencés.
Et là, ça me fait écho à ce que vous dites sur les podcasts. Ce qui est intéressant, c'est pas ce que nous, on aimerait finalement produire, même si c'est fait avec beaucoup de passion, ça j'ai entendu, mais c'est ce qui va plaire à nos lecteurs. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est plutôt un conseil que je viens chercher auprès de vous, c'est comment nous, les radios, on peut rentrer en contact avec nos auditeurs, vu qu'on ne les connaît pas vraiment. Est-ce qu'à travers des Google Forms, en envoyant des questionnaires, on peut leur demander ce qu'ils aimeraient écouter en podcast, ou d'essayer de les solliciter sur les réseaux sociaux? Comment on pourrait savoir ce que nos auditeurs aimeraient entendre en prenant en compte le côté local et personnalisation? Alors, moi, je ne crois pas trop à ce type d'enquête. Okay. Parce que c'est du déclaratif et que finalement... Alors là, moi, je vous ai confié que je regardais Faustine Bollard et que j'écoutais l'Afterfoot, mais je l'aurais peut-être pas naturellement fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le digital permet de regarder des audiences. Vous pouvez, si vous lancez un podcast et que vous prenez un hébergeur, et ensuite vous allez sur les stats et vous allez voir quel épisode a mieux fonctionné. Je reprends l'exemple d'Homicide. On s'est rendu, donc c'est un podcast de faits divers qu'on produit. On fait une saison par mois sur un fait divers. Et on s'est rendu compte dès le premier fait divers qu'on a consacré à un cas qui n'était pas français, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, si on avait fait une enquête déclarative, on aurait peut-être eu 100 personnes qui nous auraient dit que c'était pas... Ben oui, ça va être passionnant d'avoir d'autres... Non, ça les intéressait pas. Par contre, on voit bien et du coup, petit à petit, on voit quels sont les ressorts. On a un autre podcast, on voit dans les stats à quel moment les gens peuvent décrocher. Donc ça nous permet de nous dire, tiens là, sur cette émission, à 80%, on a un vrai décrochage de notre audience. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre fabrication? Qu'est-ce qu'on peut changer? Donc, je crois que c'est la force du digital par rapport à la radio, où vous devez attendre des enquêtes. Là, si on prend le temps de se plonger dans les audiences, on lit ce que veulent les gens. Voilà. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est de regarder déjà les podcasts qui fonctionnent aujourd'hui, de les mesurer, et à partir de là, de voir comment on peut les décliner. Alors. Exactement, tout en restant dans votre ligne éditoriale, dans votre propos, dans tout ça. Mais je pense que c'est la première chose à faire, je pense que c'est celle-là. Alors on prend les dernières questions, il y en avait une ici et deux là-bas. Alors bonjour, Louis-Marie Picard à Radio Notre-Dame. J'ai bien aimé ce que vous disiez sur le fait qu'on ne sait pas exactement ce qui peut se passer, parce qu'en fait chaque personne est différente. Mais j'ai deux petites questions. La première, au niveau de la communauté, est-ce que les différentes plateformes, on va dire les 4 grandes, que sont Apple, Google, Spotify et Amazon, est-ce que les attentes sont différentes? Parce que moi, par exemple, j'ai travaillé sur un podcast précédemment où en fait on voyait que les gens qui écoutaient le même podcast, il n'y avait pas une seconde de plus ou de moins sur Spotify, décrochaient beaucoup plus vite que sur Apple Podcast. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est plus par rapport au financement. Vous avez parlé de On la raconte. J'ai observé un peu leur manière de faire. Ils ont un service premium, c'est-à-dire que ceux qui s'abonnent peuvent avoir, je ne sais pas si vous en avez parlé, pour choix 2-3 € par mois, l'émission en avant-première, ou même ils délinéarisent, dès 6h du matin, c'est disponible, l'émission qui est à 15h en ligne. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut tendre? Je réponds à la deuxième avant la première, parce que j'ai tout de suite l'info. Oui, je pense qu'il faut tendre, même si le modèle n'est pas encore là. Nous aussi, on a une chaîne Apple+, et donc notamment Homicide. Les 4 épisodes sont tout de suite dispo dès le début du mois, alors que si vous n'êtes pas abonné premium, vous devez attendre chaque semaine un nouvel épisode. Donc on fait du fenêtrage, et ça marche très bien. Et on fait du fenêtrage sur des fictions aussi. On fait des fictions, et sur la fiction, le fenêtrage, ça cartonne. C'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout envie d'attendre une semaine avant d'avoir le 2e épisode d'une série. Donc ça marche très bien. Après, il y a aussi du contenu. Nous, on n'a pas pris le parti de faire du contenu exclusif, parce qu'on considère que le business model n'est pas encore là. C'est-à-dire que ça coûterait trop cher de faire un épisode uniquement pour un abonné, et j'ai besoin de la publicité, moi. Je ne peux pas avoir juste un modèle d'abonnement. Mais ça se trouve, dans 2 ans, je vous tiendrai un discours différent, et je pense qu'il faut tendre à ça. Le deuxième sujet sur la différence entre plateformes, pareil, c'est de l'analyse de chiffres.
si ça se trouve, le podcast dont vous parlez sur Spotify, il a été mis en avant d'une façon qui fait que l'audience était moins réceptive. Je prends un exemple, ils ont une playlist qui s'appelle Mon Daily, c'est des gens qui écoutent de la musique, et puis d'un coup, il va y avoir un podcast entre 2 chansons. Bah forcément, quand vous êtes dans Mon Daily, alors c'est réservé à certaines parties, à certains producteurs, mais quand vous avez la chance d'être dans Mon Daily, ça vous fait un vrai pic d'écoute. Mais par contre, c'est des écoutes de mauvaise qualité, parce qu'il y en a plein de gens qui sont là, mais pourquoi tu m'embêtes avec un podcast d'actu? Je suis en train d'écouter ma playlist. Donc ça, en fait, il faut le traquer, il faut le suivre, mais c'est la force du digital, c'est que vous pouvez le faire. Donc moi, ce que je recommande toujours, c'est de ne pas dupliquer les équipes en fabrication, de les amener à se transformer, parce que certes, ce n'est pas les mêmes métiers, mais le savoir-faire de production, il est là, et le savoir-faire d'écriture, il est là. On écrit différemment, donc on se transforme, mais on ne change pas les équipes. Par contre, il faut des ressources nouvelles qui ne sont pas forcément dans la production, mais qui sont dans l'analyse. Ce qu'on disait avec 1/3 de prod, 2/3 de marketing, en fait, c'est 1/3 de prod, 1/3 d'analyse, et après 1/3 de marketing. Parce que tant que je n'ai pas fait l'analyse, je ne sais pas comment je vais le marketer, et je ne sais pas quel effort je vais devoir faire. Et du coup, les ressources supplémentaires, pour moi, c'est jamais des monteurs en plus ou des ingénieurs en plus. C'est un directeur audience qui vient de chez Google ou d'ailleurs et qui va avoir une capacité à lire des stats et à en tirer des enseignements. Ouais. Sylviane Vigereau, Magnette de Radio Alliance Plus Nîmes. Moi, j'ai 2 questions. On parle de podcast, on ne parle jamais de la durée. Donc, je me posais la question, qu'est-ce qu'est la bonne durée d'un podcast au niveau de l'écoute? Et deuxième question, comment on passe des émissions broadcast au podcast? Je veux dire, moi, je fais des émissions depuis 10 ans avec des invités. Est-ce qu'on peut concilier les deux? En fait, c'est ça ma question. Alors, la bonne durée d'un podcast pour que ça marche. Pour moi, c'est une question, pardon, mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est comme la bonne durée d'une vidéo. Ça dépend si c'est The Voice, il ne faut pas que ça dure 5 minutes. Si c'est une vidéo virale, il ne faut pas que ça dure 1h30. Donc c'est en fait en fonction de ce qu'on produit. On parlait du contenu. Oui, il faut mais même du temps. Bien sûr, mais moi je produis des podcasts qui peuvent durer 1 heure, comme je produis des podcasts qui durent 5 minutes. En fonction de si c'est un podcast éducatif où je sais que je vais avoir une audience jeune et que je vais pas avoir une attention d'1h30, je vais pas faire un podcast long. Donc en fait, c'est en fonction du propos et de ce que vous faites. Et pour moi, il n'y a pas de bonne durée. Parce que on va avoir des moyennes, mais je ne vous dirai jamais un bon podcast, ça dure 10 minutes. Je pense que c'est une bêtise d'annoncer, de dire quelque chose comme ça. Si vous, par contre, vous pouvez décider que vous avez un podcast, vous avez une émission, et ça fait le lien avec votre deuxième question, vous avez une émission qui dure 1 heure, et vous pouvez décider que peut-être que dans cette émission, il y a 3 temps de discussion, 3 angles différents, et que du coup, ça pourrait justifier de le découper en 3 parties. Mais c'est pas lié, ça restera un podcast, un contenu que vous avez découpé. Et je crois pas qu'il faille. C'est pas parce qu'on a un moyen d'accès différent qu'on doit produire différemment. Voilà, oui, pour moi. Je pensais moi à la grille. On a une grille. Il faut tout de même on est limité par la grille. C'est pour ça que je vous parlais de découpage. Philippe, tu voulais intervenir? Je disais que c'est une réflexion radio, la grille, en fait. En podcast, il n'y a plus cette réflexion de durée. Et c'est d'ailleurs ce qu'aiment beaucoup les gens de radio qui font du podcast natif ou qui arrêtent de faire de la radio pour faire du podcast natif, c'est cette liberté de temps, en fait. Et donc, il n'y a pas de temps idéal. Alors si, moi, je connais une boîte qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, je ne vais pas la citer, qui a dit, je vais analyser tous les podcasts, je vais calculer quelle est la durée moyenne, c'est 15 minutes. Je fais des podcasts de 15 minutes. Je sais qu'en moyenne, ils n'écoutent pas plus de 3 épisodes, donc je fais des séries de 3 épisodes. Chacun son truc. Là, moi, je n'y crois pas trop. Je suis comme Pierre. Chacun est libre de faire comme il veut. En tout cas, il y a cette liberté. Et en plus, il y a une liberté entre chaque épisode, ce qui n'arrive jamais en radio. C'est-à-dire, en radio, vous avez un créneau d'1 heure.
La semaine d'après, c'est 1 heure. Alors qu'en podcast, c'est 25 minutes. Si la semaine d'après, vous voulez passer 45 minutes à faire votre émission, vous pouvez le faire. Et c'est là où ça change quand même la donne. Mais c'est vrai que c'est plus diffusable dans l'horloge de la radio. Donc ça, c'est après à vous de voir. Une dernière question et on s'arrête. Je crois que tous ici, on a une expertise en matière sur les sujets de spiritualité et de spiritualité chrétienne. C'est vraiment ce qui nous caractérise. Je sais que sur Twitch, moi, j'aime bien Twitch, produit sur Twitch, il y a un no man's land de contenu quand on est sur spiritualité, Jésus et tout ça. On tape ça dans les mots-clés et il n'y a rien. Et j'aimerais savoir si vous pouvez nous renseigner sur ce qui existe aujourd'hui, le marché. Est-ce qu'il y a ce même no man's land en matière de podcast francophone sur la spiritualité, peut-être plus spécifiquement peut-être spiritualité chrétienne, mais pas que. Est-ce qu'il y a ce même no man's land ou pas, ou peut-être que vous ne savez pas? Alors j'avais un peu regardé, oui, il n'y a pas grand-chose. Je ne dirais pas que c'est un no man's land. Il y a quelques contenus qui existent, il y a des contenus d'RCF qui sont accessibles, même si tout n'est pas parfait. Mais non, mais c'est pas un jugement, c'est un constat. C'est pas un jugement, c'est un constat. Et qui est partagé, donc j'ai pas de problème à le dire. Ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment de la place. Voilà, il y a beaucoup de place, et pas que sur la spiritualité, mais sur d'autres choses. C'est-à-dire que vous avez vu les histoires que je racontais, c'est qu'on prend la place assez vite, en fait. Les nouveaux acteurs prennent la place assez vite. Radio France est là, est très puissant et arrive à signer des deals que d'autres radios ne signent pas avec ces fameuses plateformes. Mais hormis Radio France, il y a de la place. Et c'est pour ça que c'est un marché intéressant, et moi je suis persuadé que sur la spiritualité, et c'est pour ça que je suis ravi d'être ici et que j'échange avec Philippe depuis longtemps, parce que je suis persuadé qu'il y a des choses à faire dans le serviciel aussi. On parlait de la prière du matin. Pour moi, c'est un truc qui doit être, c'est le podcast de base, quoi. Je veux dire, c'est dans ma routine. C'est comme le fait d'avoir un contenu pour s'aider à s'endormir. Donc pour moi, c'est sur ces contenus-là et sur la spiritualité, il y a une autoroute. Après, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que prendre cette autoroute, c'est facile, parce qu'il y a une transformation d'un process, d'équipe. Et du coup, pour me sortir de ma cabriole, parce que je veux pas que tu sois vexé, Philippe, RCF se bouge sur ces sujets-là, mais il reste, donc c'est important. J'ajoute quelque chose quand même, c'est que pas que en français. C'est-à-dire que, et ça peut-être vous pouvez nous répondre aussi, le marché international aussi, il attend beaucoup de contenu de spiritualité en anglais, en espagnol, en tamoul. Enfin, je suis bien placé pour en parler un petit peu. Et donc, il faut aussi qu'on ose ça, je pense. Mais après, est-ce que nos plateformes Spotify, sur lesquelles on va poser gentiment nos contenus en anglais, est-ce que c'est la même accessibilité côté américain, par exemple? Vous avez 10 secondes pour répondre. J'ai pas de réponse là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y a des podcasts sur l'islam qui explosent sur Spotify, et que j'en ai vu récemment dans les top 20. Donc c'est qu'il y a un... Jusqu'à présent, en tout cas, je pense que c'est des plateformes qui seront vigilantes à ces sujets-là, mais pour le moment, elles ne le sont pas, en tout cas. Peut-être Philippe Chapeau, sur les podcasts spirituels, tu as une réponse à donner, une analyse aussi de ce qui se passe à l'étranger? Non, à l'étranger, alors il en existe, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a encore une place assez prépondérante. Et ce que j'ai remarqué, en effet, et ça a disparu depuis quelques mois, c'est des podcasts, en effet, sur l'islam qui d'un seul coup font des bonds et apparaissent dans les recherches sur les plateformes, chez les agrégateurs, donc Apple Podcasts, Google Podcasts, mais qui restent pas longtemps. Donc je ne sais pas si c'est parce que l'algorithme les efface et d'un seul coup ils ont un pic et ils sont classés, et puis après je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que on n'en voit pas beaucoup, que ça soit à l'étranger et surtout en France. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Jean-Marc Tissénéra, Tonic Radio, Pierre Orlac de Bababam, Philippe Chapeau
de la lettre radio et puis dans Podcast Magazine qui sort en mois d'octobre, on a bien compris. Philippe, merci à tous.